Yo les gars, Eric Dou allume Alassane Ouattara après sa sortie et recadre Bernard Kokora, un cadre du RHDP. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que pour moi personnellement, ce choix d'un candidat pour le RHDP est totalement anecdotique. On est vraiment dans du storytelling. On a déjà vécu ça en 2020 avec le 3e mandat. Donc, je trouve que ça tombe un peu à plat, mais je comprends que ce sont des étapes à franchir dans tout ce qui est l'histoire qu'on veut raconter par rapport à cette élection. Quand je dis que le choix est anecdotique, c'est aussi parce que aujourd'hui, quel que soit, et c'était déjà le cas en 2020, quel que soit le choix qui va être fait, le véritable candidat du RHDP est déjà connu depuis très longtemps. C'est qui alors? C'est le bilan du RHDP. Que ce soit le président Ouattara lui-même ou une des personnes de la demi-douzaine qu'il cite, personne de ces personnes ne va se départir du bilan qui est déjà de ces 15 ans de gouvernance. Donc, en clair, aujourd'hui, si quelqu'un a envie de perdre son temps à deviner le nom du candidat du RHDP, bon, je trouve que c'est une perte de temps pour le moment. Il faut plutôt se concentrer sur ce qu'est réellement une élection, c'est le débat sur le bilan passé et sur les perspectives en termes de projets politiques et de programmes politiques. Ensuite, on peut regarder d'un point de vue de la forme légale. Personnellement, c'est vrai qu'en démocratie, quand on regarde les définitions, on a presque tendance à se dire, mais tout ce qui concerne la limitation de mandat, si le peuple, puisque c'est exactement ce qu'on essaie de nous vendre en termes de communication avec ses pré-congrès et ses congrès, c'est de nous dire, il ne le veut pas lui-même, mais la volonté populaire l'y pousse. Le problème, c'est que la limitation des mandats a été installée, non pas parce que dans d'autres pays, les gens avaient envie de faire 2 ou 3 mandats, c'est surtout parce que dans nos pays africains, les systèmes électoraux ne sont pas fiables. Donc on a estimé que, puisqu'on ne peut pas compter sur le peuple pour sanctionner clairement des dérives ou refuser de participer à des délits de démocratie, forcément on rajoute cette petite disposition constitutionnelle pour éviter que quelqu'un s'éternise au pouvoir, parce que sinon c'est réellement possible. On a vu avec quel magistria le RHDP nous a vendu la Constitution de 2016, où des cadres se sont totalement dédiés. C'est devenu la Constitution est devenue une chemise qu'on a chez le couturier, et le parti au pouvoir est donc l'atelier de couture, et choisit s'il faut enlever une poche, rajouter une manche, enlever un bouton. Donc au final, sur la forme, on n'est plus dans ce débat-là aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder sur le fond. Et sur le fond, aujourd'hui, je pense que le président Alassane Ouattara ne va pas prendre sa décision en consultant toute cette demi-douzaine qui est autour de lui. En réalité, il va poser la question à 4 personnes. Et ces 4 personnes, il y a Alassane Ouattara lui-même, Alassane Ouattara l'ambitieux, qui a rejoint la Côte d'Ivoire dans les années 90 et qui, au décès du président Houphouët-Boigny, a voulu s'installer au pouvoir. Ça va être aussi une discussion avec Alassane Ouattara, celui qui veut rentrer dans l'histoire, qui a tenté de le faire en 2020 et qui a dû rétro-pédaler. Il va discuter avec ce monsieur-là aussi, ce Alassane Ouattara-là. Je pense que le premier lui dira oui, on continue, parce que l'ambition n'a pas de limite. Le second lui dira non, on doit arrêter pour rentrer dans l'histoire, pour rattraper l'erreur qui a été faite en 2020. Mais il y aura encore 2 autres Alassane Ouattara avec qui il va discuter. Le premier, c'est le président Alassane Ouattara, la fonction qu'il incarne, qui est à la fois garant de la Constitution. Et sur ce point, je ne vais pas refaire le débat sur la Constitution et tout ce qui nous a été dit, tout ce qui nous a été vendu. D'ailleurs, ça me fait rappeler 2 choses. La première, c'est cet article 54 de l'ancienne Constitution qui a été rayé et qui permet aujourd'hui à un président de la République d'être à la fois chef de parti. Et la deuxième chose, c'est une intervention du président de la CEI, M. Koulibière Koulibaly, qui parlait dans une adresse sur la RTI ou une émission de débat, je ne sais plus exactement, j'ai vu juste un clip de son intervention, et il disait que pour le parrainage, par exemple, si une personne, je crois que c'est le journaliste qui le relançait, M. Diaby, qui a très bien fait d'ailleurs sur cette question, de lui dire, imaginons qu'un candidat qui ne soit pas pour le moment sur la liste électorale décide d'aller quand même au parrainage. Est-ce que c'est possible? Et il lui disait non, que en droit, il y a ce qu'on appelle le dol, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une décision sans savoir réellement, parce qu'on vous a manipulé sur une question, vous pouvez raisonnablement demander à ce que cette décision soit retoquée. Donc, tout ça pour dire en fait que le président de la République, garant de la Constitution,
a laissé un dol se passer ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens ont voté en pensant en toute confiance de ce parti que le président Ouattara ne ferait pas un troisième mandat ou un deuxième mandat de la Troisième République. Tout dépend de comment on fait les mathématiques. Et si 1 + 1 + 1 égale 3 ou égale 2, ça dépend de chacun. Mais pour finir, avec cet article 54, Alassane Ouattara est aussi président de parti. J'ai presque envie de dire président de tribu. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que lui qui prend la décision. Il y a tous ceux qui le suivent derrière. Tous ceux qui ont l'ambition, qui en est dans l'ombre, qui veulent devenir ministres, ceux qui veulent soigner leur retraite dorée. Et tous ces gens-là le poussent à continuer parce qu'ils savent très bien que si demain il y a une alternance, ils vont pas pouvoir continuer ce qu'ils font. Il y a tous les scandales à cacher, il y a plein de choses. Donc tout cela aussi le pousse à récidiver pour un 4e mandat. Et donc ce Alassane Ouattara, président garant de la Constitution, est censé dire non. Mais le Alassane Ouattara, président de parti, est poussé à dire oui. Donc au final, là, on se retrouve à 2 oui contre 2 non dans cette discussion à 4, dans son esprit. Je ne sais pas ce qui va faire basculer la balance. On espère en tout cas que ce sera du bon côté pour la Côte d'Ivoire. Merci Eric Dou. Nzi Kokora, pourquoi le président Ouattara entretient-il ce suspense? Non, il n'y a pas de suspense. Il pouvait dire oui devant ses militants. Non, pour ceux qui suivent bien le président de la République, d'abord c'est un homme d'État. Il est très responsable. Et si hier vous avez suivi son discours du Congrès au stade EBP Alassane Ouattara, il a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Donc c'est pas un chef de tribu, même s'il est le président du RHDP, il est le président des Ivoiriens. Compte tenu de son bilan qui est totalement élogieux, puisqu'on peut le dire sans gêne ni complexe, qu'en 15 ans, dans un contexte post-crise et dans le même délai, aucun autre président africain n'a réussi à réaliser le bilan que le président a depuis 15 ans. Donc au vu du bilan, les militants en toute souveraineté ont décidé que le président de la République puisse continuer pour un 2e mandat de la 3e République. En homme d'État, il dit « Je vous ai compris, je réfléchirai et je vous donnerai une réponse ». Mais ceux qui suivent bien le président de la République, en 2020, lorsqu'il avait décidé de se retirer, vous vous souviendrez que ce n'est pas au cours d'une réunion de son parti qu'il a donné cette décision-là. C'est bien entendu devant le Congrès donc réuni, et donc la maison du peuple, les représentants du peuple, qu'il a annoncé sa décision. Et ça marque des responsabilités. Et lorsque malheureusement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre candidat, est décédé, le président de la République, les militants lui ont demandé de repartir encore à la course. On s'est réunis en Congrès national. Nous avons fait cette demande, nous l'avons formulée, le président a dit « Je vous ai compris, je vous reviendrai ». Et donc, après mûre réflexion, après consultation des forces vives de la nation et de tout le monde, le président, au cours d'une adresse solennelle, a décidé d'être candidat en informant le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, c'est une hérésie de penser que le président de la République allait donner sa réponse ce jour. Il a eu le quitus de son parti, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est porteur d'un projet initié par son parti. Et 5 ans de gouvernance, naturellement et normalement, dans une démocratie, les militants doivent se prononcer. Sont-ils satisfaits de la gestion donc de leur candidat, donc qui a porté leur projet? Ils ont dit oui, et sur ce coup, ils lui demandent donc de continuer. Je crois que quand vous gérez une entreprise, à la fin donc de votre mandat, vous faites un bilan devant vos pairs ou ceux qui vous ont donc mis à cette place, et puis ils prennent des décisions. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ça dit, il faut que nos amis sortent de la controverse inutile. Dans un pays, il y a des institutions qui décident. Nos perceptions personnelles, nos analyses personnelles ne sont pas source de droit. Donc, sur la légalité du président, la candidature du président, le débat est clos depuis 2020. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême en termes de la hiérarchie donc judiciaire, a décidé en 2020. Le débat, il est clos. Le reste est de la polémique inutile. Les gens ont peur d'aller aux élections. Ils ont peur d'affronter notre bilan, ils ont peur d'affronter notre candidat et ils vont aller soulever tout. Donc vraiment pour nous, le débat doit ailleurs et je crois que l'autre l'a si bien dit, c'est le plus important, c'est le bilan du RHDP, du président de la République et ce sont les perspectives. Mais en face, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc le débat, il devient pauvre. On soulève des débats, des sujets très dépassés pour nous embrouiller. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ça. Ce qui nous intéresse, c'est notre bilan. Et sur ça, nous sommes prêts à affronter n'importe qui.
Nous ne disons pas que la Côte d'Ivoire est devenue un paradis, mais sur tous les aspects de la gouvernance, nous avons évolué. Et nous avons un projet qui va jusqu'en 2030. C'est sur ça que nous attendons nos amis. Mais les histoires de constitution, la constitution a tranché que des militants du RHDP ou de l'opposition aient des positions tranchées différentes donc sur la légalité donc de la candidature du président. À partir du moment où l'organe qui doit nous séparer et départager donc doit nous réconcilier sur une position, a décidé que Ouattara soit candidat en 2020, le débat il est clos, on ne va pas rentrer dans ça. Évoluons et nous les attendons sur les vrais sujets. Éric Dohou, il y a aussi la question du bon moment pour trancher de sa décision. À quel moment faut-il s'attendre à cette décision? D'accord, pardon, je fais juste une petite parenthèse rapide pour rassurer messieurs Kokora et monsieur Anouma. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot tribu, mais pour les téléspectateurs qui peuvent regarder l'émission en différé ou après, auront remarqué que j'ai tout de suite cité après ce que j'appelais tribu. Donc, c'est juste pour dire que c'était une expression idiomatique imagée pour parler de la tribu politique de M. Alassane Ouattara et non pas d'une tribu ethnique, parce que j'entends déjà des relents de ce discours identitaire qui a prévalu en 2010. Je veux rappeler... Attendez, laissez-moi votre tour de parole encore. Je pourrais vous expliquer après de manière en second degré ce que veut dire. Alors pour ce deuxième tour, on aura chacun 1 minute 30 je veux donc dire que je suis pas du tout client de ce débat identitaire, parce que j'estime que c'est ce qui justement cache le débat sur les vrais sujets, notamment sur le fameux bilan inattaquable. Je voudrais dire quelque chose. J'entends beaucoup d'obséquiosité habituellement sur les plateaux télé. Moi, je suis pas un grand fan du culte de la personnalité. J'ai cru entendre ici, j'ai senti les symptômes de cette fameuse fièvre, peut-être que vous la connaissez, la fièvre Staline Kim Jong-un, cette fièvre du culte de la personnalité. Moi, je ne l'ai pas du tout. Donc, j'analyse très naturellement à l'aune de ce que j'ai pu faire moi-même ou ce que j'ai pu regarder comme débat télé. Je voudrais juste simplement dire que j'ai rappelé tout à l'heure dans ma première intervention que ce que moi j'ai vu le samedi et le dimanche lors des deux manifestations du RHDP, c'est surtout du storytelling. C'était prévu à l'avance, ceux qui organisaient savaient très bien qu'il n'y aurait pas de décision, c'est déjà fait. C'est des choses que tout le monde voit. On connaît ça depuis des dizaines d'années, j'ai pas envie de dire des centaines d'années. Vous allez j'ai vu des ministres s'agiter en 2020 lorsque le président a annoncé qu'il ne serait pas candidat, crier, tempêter, voilà, j'en ai vu le dimanche aussi, vraiment, voilà, c'est du théâtre, je suis désolé, on le voit avec en Corée du Nord, les gens qui pleurent parce que Kim Jong-un est malade. Bon, c'est des choses c'est du culte de la personnalité, on sait ce que c'est. Je comprends que ce soit culturellement acceptable en politique en Côte d'Ivoire, mais si on veut se dire les choses clairement, le choix du RHDP est déjà tranché. Et pour faire une petite anecdote, en 2020, j'ai été nommé coordonnateur central du parrainage pour un candidat que je ne citerai pas, un illustre candidat. Et au moment où tout un débat était en train d'être discuté sur les plateaux télé concernant le choix d'un candidat de se présenter ou pas, en tant que coordonnateur central, nous sommes toujours, je dirais, invités à la CEI. Et donc, le 13 juin 2020, il y avait la loi concernant le parrainage qui avait, puisque c'était une nouveauté, donc il y avait la loi qui est sortie, le décret, pardon. Et ensuite, le 16 et le 17, la CEI nous a invités à venir en tant que coordonnateur central des futurs candidats, à venir récupérer nos kits. Bon, je ne dirai pas les noms que j'ai vus, puisqu'en tant que coordonnateur, j'ai signé la fiche d'émargement. Il y avait donc des coordonnateurs qui étaient venus avant moi. C'était autour du 21-22 juin, alors que les décisions ont été prises autour d'août. Donc voilà, des décisions qu'on estimait avoir besoin de relancer. Très clairement, les décisions sont déjà prises. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois de notre élection. Et je dirais que la qualité de nos débats télé aujourd'hui tourne beaucoup autour. On a fait beaucoup de débats sur la nationalité des uns et des autres. Aujourd'hui, on fait des débats sur la grandeur de ceux qui vont reporter la maestria du dribbleur qui a reporté sa décision à plus tard. Moi, je suis pressé qu'on rentre dans les vrais sujets qui sont le décortiquage du fameux bilan inattaquable, les projets de chaque candidat, pour qu'on puisse demander aux Ivoiriens de choisir le meilleur candidat pour eux et non pas un candidat qu'on leur a tout simplement servi sur un plateau. Bien, alors selon votre lecture, on va aller rapidement. Quel est le moment idéal quand vous faites Le moment idéal, c'était en janvier.
Ce serait pas en août? Non, c'était en janvier 2024, le meilleur moment. Ça nous aurait évité tous, parce que là, on va prendre 1 heure d'émission pour discuter de la candidature de M. Ouattara, alors qu'on aurait pu prendre 1 heure d'émission pour discuter, par exemple, du scandale de la Convention corsaire. Bien, mais c'est le sujet qu'on a abordé sur ce plateau plusieurs fois. Oui, je dis, c'est l'actualité également du jour. Il y a beaucoup de choses à en dire.